Comment gérer 200 points de vente à distance? C'est le sujet que j'aborde avec Flavie Prévost, Sales Manager chez Sixt, qui va nous donner sa méthode pour faire performer un réseau de points de vente. On va voir avec Flavie l'importance de l'exécution et de la stratégie. Flavie va nous parler aussi du coaching augmenté et des utilisations d'outils qui se connectent aux visioconférences comme Vive. Flavie nous explique que pour animer un tel réseau, il faut avoir conscience de l'importance du timing, des indicateurs de performance, mais aussi des leviers de motivation. On pense souvent aux vendeurs, mais on oublie les managers, et inversement. On peut aussi négliger certaines échelles, locales, régionales. Avec cet épisode, vous allez savoir comment motiver des franchisés, des partenaires, des revendeurs. N'oubliez pas, si vous voulez améliorer les performances de vos équipes commerciales, demandez-moi un test de la technologie Vive qui permet d'enregistrer, d'analyser et de débriefer vos visioconférences. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Flavie Prévost. Flavie, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Flavie, est-ce que tu peux te présenter? Peut-être que certains auditeurs te connaissent parce que toi aussi tu as ton propre podcast, mais est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et puis comme ça tu fais une petite pub pour ton podcast aussi? Avec plaisir. Déjà, je suis super contente de passer de l'autre côté du micro ou de l'application de podcast parce que j'écoute souvent les héros de la vente là, pour me former sur des tips de vente. Donc, c'est chouette. Merci pour l'invitation. Ouais, Donc, avec moi, plaisir. je suis Flavie Prévost. Donc, je travaille aujourd'hui chez Sixt en tant que Senior Director Sales pour la France. Alors bon, ça c'est encore un anglicisme, hein, désolée, mais on est dans un grand groupe international, donc voilà. En gros, je m'occupe pour Sixt, qui est donc une entreprise de mobilité, de faire en sorte que tous les acteurs du réseau Sixt en France soient performants pour vendre et déployer nos solutions de mobilité. Bon, je te la fais courte, mais on en parlera tout à l'heure parce que je pense que c'est un peu le sujet du podcast. Ouais, Hem, je suis pas mal une geek aussi du business développement au sens large, du développement des entreprises parce que comme tu l'as dit, moi j'ai eu envie, tellement je consomme de podcasts et tellement j'en écoute et tellement ça me passionne la dimension de faire croître les entreprises, se développer et tout, de créer mon propre podcast à peu près il y a 1 an, donc ça s'appelle Le Board et du coup pour ceux et celles qui connaissent pas ou qui connaissent, c'est un peu l'idée que quand on est dirigeant, comme moi par exemple ou, je sais pas, manager, entrepreneur, des fois on peut se sentir un peu seul, on n'a pas toujours toutes les clés en main pour décider et surtout avec le covid en plus où on n'a pas enfin, je sais pas, les trucs de networking et tout, on en pris pas mal un coup et du coup, j'invite, un invité chaque mercredi et il nous donne des idées, des inspirations et des techniques sur un sujet pour développer l'entreprise et du coup, c'est hyper sympa. C'est un peu un comité de direction virtuel quoi, si tu veux, une sorte de petite communauté. Voilà et puis, pour te dire sur la vente, mon parcours un petit peu, moi ça fait déjà, je sais pas, j'ai 36 ans, ça doit faire 12 ans et quelques que je bosse, quelque chose comme ça. ouais, Ça se dit pas, mais bon allez, j'assume, c'est pas grave. Hem et qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je suis tombée dans la vente complètement par hasard. Alors, si ça peut déculpabiliser des gens qui nous écoutent, parce que enfin, par hasard, oui et non. Après, j'ai fait une école de commerce quand même, j'ai fait Neoma et d'ailleurs, je suis très active avec eux, le réseau des alumni, je suis coordinatrice du club, Growth, pour eux, donc j'organise des conférences et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à la base, moi, si j'ai fait cette école, c'est parce que j'étais passionnée par la culture et donc j'ai commencé à travailler au musée du Louvre. Donc rien à voir avec un environnement commercial a priori, sauf que, par, mes fonctions, de gestionnaire, j'ai été amenée très vite à devoir trouver de l'argent, pour le musée, pour qu'il puisse, réaliser sa mission, qui est quand même géniale, apporter la culture et tout et en fait, par hasard, j'ai compris que vendre, trouver de l'argent et cetera, c'était juste nécessaire à toutes les entreprises et donc c'était bien parce que ça finançait un objectif suprême quoi, quelque chose d'important pour les gens. Voilà et après, toujours un peu dans le hasard de ma carrière, ensuite j'ai travaillé à la Poste et là encore, c'était très loin, a priori, d'une formation commerciale, mais là, j'ai managé des grosses équipes. J'étais directrice opérationnelle régionale
Et à un moment, j'avais assez jeune, jusqu'à 250 personnes à manager. Je manageais concrètement des bureaux de poste, en fait, voilà, et toutes les personnes qui travaillent dans ces bureaux de poste. Et en fait, j'ai compris que manager des équipes, c'est aussi vendre une direction, vendre des projets, les convaincre, de bosser avec toi, surtout dans un contexte difficile où il fallait changer les choses, changer les mentalités, devenir plus performant et tout. Et voilà, et puis après ces 2 expériences-là, bah, j'étais prête à continuer encore sur la vente, mais sur une autre expertise, et c'est ce que je fais aujourd'hui, chez Sixt. Et donc en gros, ma spécialité, c'est changer les mentalités, les faire évoluer pour devenir plus commercial, faire en sorte que la vente soit pas quelque chose de perçu comme négatif, mais au contraire qui nous aide à réaliser notre mission. Et du coup, manager des gros réseaux de points de vente, de personnes, de partenaires pour atteindre un certain niveau de vente et de performance et faire en sorte que l'entreprise réalise sa mission. Voilà. Ouais, on va en parler dans cet épisode. On va revenir sur les points de vente et le nombre de personnes que tu manages chez Sixt. Juste, donc tu es passé au musée du Louvre, puis La Poste, puis Sixt. Mmh. Donc c'est des secteurs différents. Est-ce que Oui, tu peux alors nous expliquer un peu peut-être les quelques différences, les similitudes aussi? Ça peut être intéressant. oui, ouais, bah, c'est intéressant. Alors j'ai parlé de hasard, après il n'y a pas que du hasard, il y a aussi l'intérêt, du pluridisciplinaire. Moi, je suis quelqu'un d'un peu touche à tout. Ceux qui me connaissent, ils en subissent les conséquences parfois, mais enfin moi j'aime bien varier, donc j'ai trouvé à partir de là donc bah, plusieurs, environnements de vente intéressants. Donc la vente dans les, institutions publiques, bien sûr, donc tout ce qui est le domaine des appels d'offres. À l'époque du musée du Louvre, j'étais derrière les appels d'offres, donc c'était moi qui les créais en quelque sorte. Après, j'ai été dans donc La Poste, c'est tout ce qui est bancaire essentiellement, les activités bancaires, wealth management et cetera, gestion de patrimoine, immobilier, tout ça. Il y avait aussi les activités de téléphonie mobile et de marketing direct, de publicité et cetera, puisque toutes les activités postales aujourd'hui, elles ont très essentiellement pour vocation de faire connaître les entreprises, en B2B, auprès de leurs clients. Et après, avec Sixt, j'arrive sur un nouveau marché, un marché de la mobilité, également très concurrentiel. À chaque fois, tous ces secteurs, ben, le point commun, c'est quand même qu'ils sont a priori, sur le papier, pas super sexy. Enfin, j'ai rien contre leur service, mais je veux dire, c'est pas souvent, on se dit que c'est plus facile de vendre, des choses qui nous passionnent. C'est des environnements très réglementaires, très logistiques, très complexes et dans lesquels la concurrence est rude et en plus, il faut avoir des conversations, profondes avec les acheteurs parce que, ça fait peut-être pas plaisir aux gens, de payer de l'argent tous les mois pour s'assurer, pour de la prévoyance ou pour, j'en sais rien moi, gérer leur flotte de véhicules, par exemple. Pourtant, c'est des choses super importantes, bah, pour les entreprises et les individus. Et du coup, moi, j'ai fait du B2B, du B2C et du B2B2C. Voilà. Ouais, ça c'est top parce que ça te permet d'avoir une vision vraiment à 360 degrés sur les pratiques de vente. Ouais. Juste avant de commencer le sujet du jour, le podcast dont tu nous as parlé, le board, ça fait 1 an que tu l'as fait. Tu en es content? C'est quoi ton feedback là-dessus? Ben, écoute, moi, je suis super contente parce que dans mes hobbies, qui m'ont été supprimés complètement avec le covid, c'était moi, j'ai besoin de networker, j'aime bien les réseaux et tout, donc j'allais beaucoup, déjeuner avec des gens, des clients, des amis, des connaissances et c'est comme ça que je me formais. Donc si tu veux, moi, c'était aussi une motivation, c'était de remplacer tous ces temps informels de conversation qui m'apportaient énormément dans le business par des interviews, certes, plus enfin pas forcément trop formelles, mais finalement partagées avec le plus grand nombre et du coup, moi, tous les mercredis, à chaque fois que je reçois un expert, j'apprends trop de choses. Donc ça peut être sur le marketing, le storytelling, les finances, les achats, peu importe. D'ailleurs, si vous avez des sujets ou des personnes à me recommander pour interviewer, bah, je suis preneuse. Donc voilà, on est maintenant, 800 sur, Instagram, voilà, on discute pas mal, ça crée du réseau, ça crée pas mal d'affinités donc moi je recommande à tout le monde de voilà, d'avoir son petit réseau. Je sais pas, en ce moment, c'est Clubhouse qui est dans la tendance. Moi, j'essaye de me lancer aussi. J'anime une room maintenant le jeudi à 11h45. Là, c'est pareil sur la croissance. Jeudi growth, on va voir ce que ça va donner. Donc, bah, venez nous voir, venez discuter et ça sera sympa de faire connaissance parce qu'on est un peu bridés en ce moment. Ouais, c'est vrai qu'au-delà d'un outil un peu de marketing, le podcast, c'est d'abord un outil de formation pour le podcasteur. En plus de ses auditeurs, c'est surtout
le podcasteur qui apprend en premier lieu et puis après il peut diffuser Mm. ses apprentissages. Désolé hein, si les auditeurs vous entendez un peu de travaux derrière moi, c'est les joies du télétravail à la campagne. J'essaierai de baisser ça en post-prod, mais bon, je vous promets rien. Si tu veux, Flavie, on va passer donc à notre sujet. Toi, tu voulais aborder la gestion de points de vente à distance et notamment gérer des centaines de points de vente. Tu m'as parlé de 200 points de vente dans ton activité. Mhm. Déjà, première chose, pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet? Ben, alors bon, évidemment, c'est un peu ma spécialité, mais bon, après, on pourrait s'exprimer sur plein d'autres sujets. Mais si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que je remarque parmi mon entourage ou les gens qui t'écoutent que souvent, les entrepreneurs, les managers, ils ont à cœur de scaler leur business. C'est un mot à la mode. Gagner en échelle, en fait. Grandir, Ouais. changer d'échelle. Et en fait, avoir un réseau, c'est une façon de scaler très, très puissante. Donc un réseau, ça peut être avoir un réseau de magasins. Si tu as un magasin, tu en as plusieurs. Un réseau de revendeurs, de partenaires, de franchisés, peu importe, mais c'est une façon de changer d'échelle. Mais je trouve que ça vient pas sans difficulté. Parce que, évidemment, d'un point de vue opérationnel, c'est très compliqué, d'un point de vue commercial aussi, parce que tout ce qu'on gagne en prenant du volume, on peut le perdre aussi. On perd du contrôle, on peut perdre l'homogénéité de sa, je sais pas moi, de son service commercial, de sa qualité de service et tout. Donc voilà, je pense que ça pourrait intéresser les gens qui nous écoutent, soit les directeurs commerciaux spécialisés sur le retail, mais pas forcément. Ça peut être un entrepreneur qui a envie de scaler. Et du coup, je pense que les conseils que je peux lui donner en la matière pourront l'aider à scaler son business, peut-être sur d'autres échelles ou d'autres pays. Et après, oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, c'est vrai que cette notion de scalabilité, ça peut être un mot barbare pour certains, mais en fait, on se rend compte que dans notre aujourd'hui, avec tous les outils dont ils se posent, notamment, on va en parler des outils numériques, tu peux scaler des activités qui autrefois c'était un peu compliqué, comme tu vois, par exemple, un avocat. Un médecin et notamment The Family a fait Coup d'État a fait une formation pour rendre scalable des activités qui étaient autrefois plutôt comment dire pas scalables. Mm. Et donc là, l'épisode du jour, ça va permettre d'avoir des billes, des conseils pour gérer des partenaires ou des points de vente si vous êtes dans le retail, mais comme tu l'as dit, Mm. ça peut être des partenaires aussi. Hein. Et puis, je pense que vu le contexte, ça sera toujours utile parce qu'il y aura peut-être des conseils que vous pouvez appliquer aussi au monde actuel, où on est plus dans un monde distanciel que présentiel. Du coup, on n'a pas tout le monde sous la main dans son open space. Donc, peut-être que ces techniques que moi, j'utilise avec des franchisés ou des agences qui sont situées à 800 km de mon siège social, bah, vous pouvez les utiliser avec vos propres équipes, en fait. Je pense que c'est un peu les mêmes derrière, tu vois, les mêmes leviers de motivation ou les mêmes astuces. Et puis après, le deuxième point qui, moi, m'interpelle, c'est que, voilà, pour moi, gérer un réseau, c'est vraiment conduire le changement. C'est conduire, c'est être à la barre d'un gros paquebot. Du coup, quand on met un coup de barre à gauche, enfin, pardon, à bâbord, je suis pas trop navigatrice dans l'âme, mais bah, ça met du temps à tourner. C'est l'air. Donc, si tu veux, je trouve aussi que dans le monde commercial et dans le monde managérial, voire même entrepreneurial, manager aujourd'hui, c'est conduire le changement, c'est faire évoluer en permanence les équipes, surtout maintenant avec le Covid et tout, trouver des nouveaux clients, des nouveaux produits, des nouveaux débouchés. Et finalement, ça, c'est vraiment ma spécialité, c'est comment on fait pour changer les gens vite, si possible, pour les aligner vite avec les priorités de l'entreprise. Voilà. Et je trouve que ça pourrait être peut-être des enseignements qu'on peut glaner aussi d'une expérience où on s'applique à changer la face un petit peu, l'expérience de tout un réseau de points de vente, puisque derrière, tu comprends bien qu'il y a il y a une stratégie au siège, mais qu'à la fin, il faut que ce soit les clients B2C du magasin qui, quand ils rentrent, ressentent cette stratégie, en fait, l'expérimentent, et l'expérience client qui soit le fruit et la résultante de tout ce travail stratégique. Et ça passe par plein d'étapes un peu critiques qui sont le management de réseau. Ouais, c'est vrai que plus on est nombreux et bien sûr, plus l'agilité elle va être compliquée à mettre en place. Toi, tu dois manager dans ton activité chez Sixt combien de personnes à peu près?
Alors, on est à peu près 600 à intervenir sur le pays, sur le réseau des agences. Et alors, Ouais, moi, je les manage pas directement, je les manage de façon indirecte en tant que manager transverse. Donc ça aussi, ça rajoute un petit truc d'équilibriste dans la balance. Mais il y a les conseillers commerciaux qui conseillent les clients en première ligne. Il y a leurs managers. Il y a les managers d'AREA, les managers régionaux. Il y a tous les échelons. Et puis après, il y a toutes les personnes du siège qui prestent aussi pour les boutiques et donc qui sont aussi mes parties prenantes, mes stakeholders, que ce soit le DRH et compagnie. Ils ont tous un rôle important à jouer dans la performance commerciale. Donc en fait, en gros, tout ça, c'est mes petits publics, mes premiers clients. Et d'ailleurs, en ouais. intro, je parlais de B2B, B2C, etc. J'ai découvert un nouveau mot que je ne connaissais pas et qui s'appelle B2E, donc B2E, comme business to employee. Et en fait, peut-être que c'est ce que je fais le plus maintenant, c'est-à-dire comment on fait pour vendre ces produits déjà en interne, pour que les gens soient convaincus, pour qu'après, ils soient de meilleurs vendeurs auprès de nos clients finaux. Bah, écoute Flavie, merci, tu m'as appris aussi quelque chose. Je ne connaissais pas le B2 employé. Je te dis, Très je suis une intéressant. geek. Ouais, J'aime bien lire des articles, découvrir des trucs comme ça me plaît. ouais, ouais, très bien. Et du coup, dans ta gestion comme ça de ce réseau de points de vente, est-ce que tu peux peut-être nous donner un peu, selon toi, c'est quoi les leviers de performance que tu peux activer pour faire simplement performer ce réseau de points de vente? Oui, alors bien sûr, j'aurais dû commencer par ça, mais déjà, je suis pas toute seule. Ouais, Pour manager un réseau comme ça, enfin plus c'est gros, de toute façon, il y a évidemment qu'on peut scaler, mais dans certaines proportions, on peut pas être un à s'occuper de 600 personnes, sinon enfin le reach qu'il faudrait, l'implication, ça serait trop de déperdition d'informations. Donc, avec Sixt, on a mis en place une équipe de coachs et managers des ventes régionaux. Donc c'est mon équipe, on est une dizaine. Et il y en a un dans chaque région. Et en fait, eux, ils sont chargés aussi de la stratégie, le coaching, la formation sur place, in situ, en situation, pour aller vérifier que ce qu'on a décidé d'implémenter au niveau du siège, ça soit appliqué localement. Alors ça, c'est peut-être le point numéro un un peu critique du réseau, c'est que je crois qu'il faut avoir vraiment marché sur ses deux jambes. Donc d'un côté, il faut être bien stratège, il faut avoir en tête je sais pas, un schéma directeur, un truc, une vision qu'on veut accomplir pour tout son réseau. Et de l'autre, il faut être très opérationnel. Alors, moi, ça m'aide parce que j'étais directeur opérationnel avant, donc je sais ce que c'est la vie des opérations et qu'on a tout le temps autre chose à faire que de développer les ventes, la stratégie et tout. Donc, mais quand je dis opérationnel, c'est qu'il faut quand tu construis un plan marketing ou un plan commercial au siège, il faut aller voir en agence comment c'est fait en fait. Quelles sont les questions que posent les conseillers Est-ce qu'ils ont mis les voitures comme il faut En fait, il y a une forme de vérification. Et pour te donner un exemple, en fait, ça m'a marqué et c'était à peu près au début de ma carrière. Du coup, je m'en rappelle bien. La Poste, qui est une boîte que j'apprécie énormément et qui bosse pas mal sur tout ça. Malgré tout, un jour, j'ai vu une petite coquille. Je me baladais dans ma région, dans une agence, et puis je me rends compte que les trucs du moment, le temps commercial du moment, si tu veux, en gros, pour résumer, n'étaient pas du tout mis à l'honneur. Il n'y avait pas les affiches, il n'y avait pas les trucs, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Et du coup, je demande à la personne, ben, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est pas en place, enfin voilà, en mode sympa, mais pour savoir ce qui se passait. Elle me dit, mais quel temps commercial? Et en fait, je me suis rendu compte que les PDF générés enfin travaillé par le siège avec des armées de personnes qui nous faisaient des trucs super beaux avec des scripts, des cas clients, des personas et tout, excédait en capacité de boîte mail la boîte mail des agences. Donc c'est le truc con quoi. Tu ouais, vois, on a c'est ballot, ouais. c'est allez mais peut-être c'était il y a longtemps donc tu vois peut-être ça existe plus ça bien sûr mais je veux dire c'est le truc idiot mais ça peut arriver à tout le monde en fait parce que tu tu te concentres dans ton bureau, dans ta tour d'ivoire, tu fais le truc propre, tu bosses ton marché, tu bosses tes argumentaires et tout. Tu l'envoies au gars, mais tu l'envoies pas au bon moment. Tu l'envoies au moment où c'est la panique, c'est le départ en vacances, il faut rapatrier les voitures, je sais pas, ils sont concentrés sur d'autres trucs, ils vont pas le lire en fait. Donc c'est une énorme déperdition d'informations. Du coup, je crois que voilà, connaître bien son terrain, aller souvent en boutique, aller souvent dans ces
partenaires, les voir, les rencontrer, faire beaucoup, beaucoup de feedback remontant aussi pour comprendre à quel moment ils sont dispo. En gros, s'adapter toujours à eux en mode caméléon, ça, c'est un point super important. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à faire avec une équipe, bien sûr, qui est régionale, donc qui peut se déplacer localement que sans équipe. Donc, même si c'est pas à la mode, même si la mode, c'est à l'automatisation et tout, quand tu veux avoir de la performance sur un réseau, il faut des coachs euh, qui vont localement voir ce qui se passe et qui vont localement pouvoir améliorer les pratiques. Ouais. C'est vrai que finalement, dans les boîtes petites ou grandes, cet équilibre entre stratégie, vision et opération, exécution, en fait, tu te rends compte que c'est deux leviers de la performance, mais il faut faire attention de bien naviguer entre les deux. Et peut-être qu'au début, quand tu as toute petite boîte, bah, il vaut mieux que tu aies des mecs qui exécutent beaucoup. Mm. Mais à un moment, dès que tu grandis, dès que tu vas commencer à avoir des strates de hiérarchie, etc., la stratégie va être importante. Mais il faut garder ce lien entre stratégie opérationnelle, un peu comme le lien entre le marketing et la vente. C'est intéressant Mais de faire ces parallèles. ouais, et après, on pourrait creuser pendant des heures, mais contactez-moi si ça vous intéresse, parce que je veux pas vous saouler si c'est pas votre sujet, mais c'est un peu, on dit souvent du global au local aussi, Oui, entre un siège et ses pays, par exemple, un siège et ses marchés, du stratosphérique au détail. Et alors moi, il y a un truc que je vois souvent, que j'aime bien, c'est retail is detail. Et c'est vrai ouais, que franchement, quand tu rentres dans un magasin, enfin, tu vois, imagine, je sais pas, la mode, la haute couture et tout, que t'as ouais, pas la collection, la taille, le vendeur qui dit ce qu'il faut et tout, mais t'as tout raté en fait, quoi. Et tu vois, l'impact sur le chiffre d'affaires, il est énorme en fait. C'est comme si ta page internet, je suis nulle en truc, en développeur et tout ça, mais c'est comme si ton truc envoyait vers le mauvais lien. Donc, en fait, ce détail-là, tu peux le voir que quand tu vas sur le terrain. Et il faut que différentes personnes aillent sur le terrain aussi, parce que quand c'est ta zone, ton environnement, tu commences à t'habituer malheureusement. Il faut changer de lunettes pour voir des choses qui te choquent. Parce que quand tu es toi-même dans le bocal, tu vois moins, tu vois, tu es plus habitué, tu tolères plus de choses, alors que quand tu te balades dans différentes régions, quand c'est le DG qui va voir ce qui se passe en entretien avec un client, bah là, tu te rends compte en fait de toute la mesure encore du chemin à parcourir. Et alors, le coaching, c'est vraiment ça. C'est toi le pro du coaching. Mais moi, j'ai utilisé Vive, notamment avec mes équipes de Sixt. Pourquoi? Parce que on passe beaucoup de temps à dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais on passe tellement peu de temps à vérifier ce qu'ils font vraiment qu'en fait, il y a un ouais. énorme gap, il y a une énorme dichotomie. On croit qu'on a fait notre taf parce qu'on leur a passé notre temps à leur dire ce qu'il faut faire, mais personne vérifie comment c'est fait. Donc ça, c'est l'échec assuré, et je fais pas l'affront aux DIRCO qui nous écoutent de ça, mais c'est la vérification, le coaching en situation qui fait toute la force du directeur commercial. Ouais. Et tu vois, hier, j'ai eu un rendez-vous avec une boîte de recrutement. Et en fait, dans le recrutement, c'est la même problématique. C'est que il y a beaucoup de gens qui recrutent des personnes sans vérifier ce qu'ils font vraiment. C'est-à-dire que tu vas recruter un commercial, il va te dire j'ai fait X de chiffre d'affaires, mais tu vas pas vérifier vraiment s'il maîtrise, je sais pas, la prospection téléphonique, le Oui. rendez-vous, le closing. Et ça, il n'y a pas 36 moyens de le faire, hein. Il faut le mettre en situation Mm. et analyser son comportement. Et en fait, trop peu de cabinets de recrutement le font, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de systèmes de quiz ou de remplir comment dire, des questionnaires de profil, etc. Mais ça s'arrête là. Et c'est un Mm. peu la même problématique que ce que tu nous dis dans le retail ou dans d'autres activités commerciales, hein. Et bien sûr, après, les écueils, on les connaît tous. On regarde d'abord nos outputs, le chiffre de vente, etc., et le chiffre d'affaires. C'est plus facile à mesurer aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est quand tu travailles sur le coaching dans le réseau, tu peux tout à fait mesurer des choses qualitatives, pour peu que tu t'en donnes la peine. Par exemple, nous, on fait exprès tous les quarters, tous les mois, de se doter d'indicateurs mesurables pour mesurer la qualité, par exemple, de discours commercial ou de coaching. Par exemple, tu peux définir une grille de coaching scorée qui te donne des points. Et ça, tu peux l'enregistrer facilement sur des formulaires, des trucs automatiques et tout ça. Ce qui fait qu'à la fin, tu as un peu la météo France par région de
quel est le degré de compliance des gens à la méthodologie. Tu vois, par exemple, si c'est pour lancer un nouveau produit, c'est quand même important de savoir s'ils savent bien en parler ou non. Alors certes, c'est des échantillons, certes, ça a été jaugé, noté par un humain, donc c'est peut-être un peu imparfait, mais c'est un bon reflet quand même de la réalité. Un deuxième critère, ça peut être tout simplement le nombre d'accompagnements que tu réalises en situation client avec des conseillers ou des vendeurs. Ben, plus t'en fais, plus tu sais que mathématiquement, ça va augmenter le niveau d'exigence, en fait. Alors que si t'en fais pas, ben, tu sais que tu vérifies pas. Donc, ben, moi, je pense que quand on vérifie pas, on a plus de chances d'échouer que de réussir, tu vois. Enfin, c'est pas, Ouais. je suis optimiste dans la vie, mais par contre, je suis un peu micro-pessimiste sur les petits trucs, parce que les gens n'aiment pas changer, les gens, ils aiment pas employer des nouvelles méthodes de vente, ils aiment pas prendre des risques, ils aiment pas poser des questions ouvertes. Enfin, tu vois, tous les trucs classiques de la vente. Donc, si tu les y contrains pas, mais d'une façon sympa avec du coaching, je vois pas pourquoi les gens s'embêteraient à changer de méthode. Ouais. C'est intéressant cette notion du détail dans le retail. J'ai pas fait la rime. Euh, je suis en train de préparer un épisode sur la vente dans le luxe, donc dans des Mm. boutiques de luxe notamment. Et en fait, la personne qui va intervenir, elle m'a expliqué ça en préparant l'épisode, donc qu'elle fait attention à énormément de détails dans sa vente, et c'est poussé à l'extrême. Et en fait, du coup, maintenant, quand je vais dans un magasin, je regarde, ça c'est ma déformation professionnelle, mais je regarde un peu l'attention portée aux détails, notamment dans la relation avec le client et le vendeur. Et en fait, tu te rends compte que dans beaucoup de magasins, il n'y en a pas tellement en fait de cette relation. À part la Mais fameuse phrase vous avez besoin d'aide, tu vois, ça s'arrête là souvent. c'est sûr, et ça pourrait être beaucoup plus performant. En fait, c'est le niveau de détail que tu mets à parfaire ton site internet, tu peux le mettre à former tes équipes et à les accompagner pour qu'ils aient un meilleur discours. Moi, je travaille pour Sixt aussi sur l'expérience commerciale en agence, quoi. Les mots, le Ouais. vocabulaire, chaque formulation, c'est important en fait. Et c'est étudié. Enfin, c'est étudié pour que on soit à l'aise, que la relation soit sympa, qu'il y ait un souvenir mémorable. Tout ça, c'est vraiment du détail. Et après, ce que me disait aussi un de mes un peu mentors, mais j'en parlerai à la fin, là, c'est Douglas Burdett, là, du Marketing Book podcast, que j'avais interviewé aussi pour un épisode du board. Lui, il dit, il conseille aux directeurs commerciaux, il dit inspect what you expect. Donc en gros, si tu attends des choses, des changements, notamment des changements d'attitude dans ton réseau, des changements de performance, bah, il faut que tu mettes en place, en face, des indicateurs de mesure de ces changements. Donc par exemple, moi je travaille sur le B2B local pour faire en sorte que les managers d'agences Sixt développent leur portefeuille de clients locaux. On est très fort sur ce marché, les gens nous adorent, on a un beau capital marque et on est sympa et on est performant. Bah, du coup, il faut qu'on utilise la recommandation puisqu'on a des clients qui nous aiment, donc ils peuvent nous recommander. Ben, sauf qu'on ne le mesure pas parce qu'on a Salesforce avec tout un tas de KPI, je sais pas combien on en a, des milliers, mais dedans, il n'y a pas vraiment la recommandation. Du coup, on va être obligé de mettre à part un petit dispositif, un peu plus manuel, un peu plus old school, où on va voir, personne par personne, combien ils ont obtenu de recommandations, de qui, et cetera, jusqu'à ce que ça décolle. Tu vois? Après, tu es pas obligé de faire ça pendant 3 ans, mais pendant peut-être un quarter. Ouais. Voilà. Moi, on a parlé de levier de performance. Moi, je me rends compte depuis 2 ans, là, notamment depuis que je fais appel à des coachs de vente. C'est en Mmh. fait, on reprend encore cette notion de détail, mais en fait, l'attention au détail dans les rendez-vous, moi, j'y faisais pas forcément attention avant parce que je suis quelqu'un qui essaye de gérer beaucoup de projets, d'aller vite, etc. Donc, j'avais plutôt une Mmh. vision macro de mon activité. Et en Mmh. fait, aujourd'hui, j'ai cette attention micro dans les rendez-vous d'aller en détail parce qu'en fait, tu te rends compte qu'en changeant, en analysant et en changeant quelques comportements, bah, tu vas aller beaucoup plus vite et en fait, ta partie macro va s'améliorer aussi. Mmh. Et c'est vraiment, on a parlé tout à l'heure de la balance entre l'exécution de la stratégie et là, c'est vraiment la balance entre le micro et le macro. On est Et philosophe aujourd'hui, hein. non, mais complètement. Et tu vois, tu parlais de balance et comme on parlait de scaler, ça, c'est Ouais. aussi un conseil que j'aurais à recommander. Donc, on a parlé de l'importance du détail, on a parlé de l'importance du coaching en situation. Je pense que le troisième chose, c'est la capacité pour animer un réseau, il faut souvent
changer d'échelle, changer de temporalité, changer de lunettes, changer d'indicateur, apporter de la variété en fait. Et donc ça, c'est aussi une espèce de façon de prendre l'hélicoptère ou non. Par exemple, des fois, tu peux faire un challenge très très généraliste. Après, il va falloir faire un truc beaucoup plus précis sur un indicateur plus spécifique. Il faut faire des challenges nationaux, mais il faut aussi faire des challenges ultra locaux pour que les gens puissent concourir contre des gens qui connaissent en fait, qui sont leurs potes. Il faut faire des challenges par peut-être promotion d'arrivée dans l'entreprise où ils ont été en formation ensemble, du coup ils ont envie de se challenger. Voilà, je pense qu'il faut faire des choses très longues, par exemple un quarter ou un semestre. Et puis il faut faire aussi des trucs très courts, par exemple des journées privilèges. Nous on fait des journées boost. Donc moi je suis à l'aise dans un environnement changeant, mais c'est pas facile. Ça demande énormément d'organisation. C'est en fait la gestion d'un réseau, c'est un peu des cycles longs, puisque toi pour communiquer avec une équipe directe, ça te prendrait un coup de fil. Mais moi, pour toucher 600 personnes sur 6 niveaux stratégiques, de hiérarchie différents, ça va me prendre peut-être 3 semaines. Enfin, je sais pas. Évidemment, on essaye de réduire toujours ce temps. Mais il y a une forme de temps incompressible. Donc, savoir changer d'échelle et de temps, d'indicateurs et tout, c'est une façon aussi d'apporter de la variété et surtout d'avoir une stratégie de combinatoire de plein de stratégies qui fait qu'à la fin, chaque stratégie étant un peu imparfaite, bien sûr, mais au moins à la fin, tu n'auras pas misé tous tes œufs dans le même panier, tu vois. Tu auras un bilan commercial normalement meilleur. Et du coup, pour ça, moi, je recommande, on le fait avec mes équipes aussi, de prendre ton année et de te faire un cadencement super chiadé, quoi. En gros, tu prends ton année, tes moments chauds, tes moments creux, tes cycles, est-ce qu'il y a des saisons, est-ce qu'il y a de la saisonnalité, des rushs commerciaux, des choses comme ça. Et puis, tu commences à poser tes petites briques un peu de Lego pour construire toute ton animation. Puis après, tu vérifies si ça rentre avec le temps, avec l'inertie nécessaire pour bien communiquer aux uns et aux autres et pour pas faire de l'empilage de mesures qui de toute façon servent à rien. Parce que quand tu vas en magasin et que tu vois qu'ils n'ont même pas changé la vitrine du mois d'avant, ça sert à rien de leur faire un nouveau challenge incompréhensible sur des trucs. Voilà, faut pas non plus pécher par excès de boulimie. Ouais. Finalement, le thème de notre épisode, ça pourrait être comment trouver l'équilibre entre des leviers de performance, puisque là, on a parlé de court terme, long terme. C'est encore un autre sujet intéressant. Flavie, je me demandais, donc tu nous disais à l'importance d'aller sur le terrain, de coacher les gens sur le terrain, Mm. avec ce qu'on a vécu l'année dernière, le Covid, et forcément, j'imagine, tu as dû changer des choses. Comment ça s'est passé, finalement, cette notion de distanciel imposé ou de télétravail? Mm. Est-ce que tu as pu quand même faire des choses à distance? Comment ça s'est passé? Oui, oui, alors bah, c'était super intéressant parce que bah, là, je vais avoir un avis un peu contrasté. Je pense à la fois tout a changé et rien n'a changé, dans le sens où c'est pas pour faire une réponse de Normand, mais ce que je veux dire, c'est que ça nous a apporté des nouvelles pierres à l'édifice. Et je vais te parler après d'un truc qu'on a un peu créé avec l'équipe. Enfin, ça existe peut-être déjà ailleurs, mais bon, le principe du coach augmenté. C'est-à-dire qu'en gros, on a des nouveaux outils maintenant qui sont beaucoup plus vulgarisés, qui nous permettent d'être meilleurs dans notre coaching et plus performants qu'avant, comme la visio, etc. Je vais te donner des exemples de ce qu'on utilise pour être encore meilleur qu'avant quand on n'était que en présentiel. Mais en parallèle, la vie continue, il y a toujours des clients, il y a toujours des déplacements, il y a plus de changements qu'il n'y en a jamais eu, que ce soit dans les nouveaux produits qu'on a lancés en mode Covid, parce que tu te doutes bien que Sixt, évidemment, on a dû s'adapter aussi à la situation et tout. Ouais. Donc, on fait encore beaucoup de présentiel. Et ça te paraît peut-être étonnant, mais mes équipes, moi, elles continuent à se déplacer dans les agences pour les coacher en situation, dans le respect des règles sanitaires, évidemment. Après, c'est des petits périmètres, tu vois, ils sont souvent 2 ou 3, tu vois, max. Mais il y a encore ce présentiel qui est important chez nous. Et donc, ce qu'on fait, c'est on essaie de faire la combinatoire, on fait l'hybride entre les deux, parce que le distanciel, ça nous a permis de gagner énormément de temps. Donc, on a un meilleur ratio de coaching par heure, quoi, si je puis dire. Enfin, c'est pas des robots, les gars, tu vois, mais quelque part, on Ouais. mesure aussi notre propre efficacité. Parce que si on coach une personne par trimestre, on n'est pas au bout du tunnel, quoi. Donc, on fait des coachings visio. Nous, on a la suite Microsoft, mais ça pourrait être n'importe quel autre truc. Donc, on va utiliser Teams, par exemple. On fait des coachings en visio. On fait des petits groupes aussi, des petites classes virtuelles.
On utilise aussi la fonction live pour faire plutôt de la motivation, des événements on va dire, d'émulation. On utilise tous les petits formulaires en ligne pour justement faire des grilles de coaching, des points de vérification en donner aux managers. Et on a enrichi notre gamme avec d'autres choses. Par exemple, on utilise des vidéos style TikTok pour présenter des concepts de façon beaucoup plus courte, beaucoup plus sympa, beaucoup plus rythmée, plutôt que des e-learning qui durent 4 heures. Parce que c'est plus trop l'esprit aussi. Maintenant, on essaye de faire du snack learning. On utilise plutôt des petits quiz réguliers, ponctuels, pour voir si les gens sont toujours dans le bateau. Alors qu'avant, ils venaient en institut de formation, repasser leur recyclage de formation. Mais ça, on le fait plus trop. Je sais pas, je peux citer plein d'exemples. LinkedIn aussi, moi, je trouve, a pris beaucoup d'importance pour communiquer sur notre réseau, avec notre réseau. Et presque LinkedIn, pour moi, c'est devenu un outil de communication presque interne aussi. Hein. Ah oui, J'ai tu as quoi, un groupe privé sur LinkedIn, sur Sixt, ou c'est public? Non, mais c'est vrai qu'on échange beaucoup, on se répond. Finalement, c'est sympa. Moi, j'ai des nouvelles des agences aussi qui postent des trucs sur leur nouvelle flotte, Oui. leurs trucs, je leur réponds. Je suis au courant des trucs grâce à ça. On a beaucoup créé le lien entre nous et avec nos clients aussi sur LinkedIn pendant les confinements. On les a formés aussi, nos équipes, à mieux utiliser LinkedIn pour créer du lien et pas juste pour faire des publics communiqués. Donc, tu vois, c'est des outils qui émergent qu'on n'avait pas imaginé avant. Et parmi tous ces outils, toutes ces choses que tu mets en place, tu as des conseils pour bien t'organiser et ne pas te perdre dans tous ces projets? Heu, oui, enfin, après c'est vrai que, ouais, c'est un peu foisonnant. Faut voir, faut toujours tester, faut mesurer. Moi, je dis: «Il faut faire des campagnes», en fait, tu vois? Par exemple, nous, maintenant, on fait des campagnes à peu près trimestrielles. On choisit un thème, un univers, une petite batterie d'indicateurs, 2, 3, 4 maximum, heu, un contenu pédagogique, heu, par exemple, j'en sais rien moi, savoir, faire du social selling ou peu importe, Ouais, qu'on décide de décliner sous différentes formes, des petits diaporamas, des petits films, des petits quiz, et cetera, et peut-être une mécanique de concours, derrière tout ça pour faire jouer les gens. Tu vois, ouais. en gros, c'est un kit, le kit de la parfaite animation de réseau. C'est un peu un gros kit de survie dans lequel tu as un peu tout ça, un peu de stratégie, un peu de formation, un peu de jeu, un peu de motivation et puis différents formats parce que surtout les gens sont très différents et je t'en reparlerai après, mais c'est aussi un truc que j'ai appris avec le réseau, c'est que, voilà, il faut vraiment s'adapter à qui tu as dans ton réseau. Donc si c'est des, gens qui sont moi, chez Six, par exemple, une partie de ma population, ils ont 24 ans de moyenne d'âge. Alors nous, avec les coachs, on est plutôt sur la quarantaine, tu vois? Du coup, TikTok, c'est pas notre génération, mais on l'a fait pour être dans leur scope, en fait, tu vois? Ah ouais. Ouais, ce que tu dis, c'est marrant. Moi, dans mon activité de formation, de coaching, on appelle ça des sprints. Et donc, avec certains Ouais. clients, on fait des sprints de coaching sur 2 mois, 2, 3 mois, ou sur un thème donné. Et bah, par exemple, avec Sixt et Olivier Guérin, on a fait un Mmh. sprint de 2 mois sur le pitch commercial, où tes commerciaux en fait pitchaient Sixt et se Mmh. faisaient débriefer par un coach sur leur pitch. Ben ça, c'était génial. Je rebondis parce que des fois, les outils, ça fait pas tout, mais quand même, ça aide à démultiplier. Tu vois, sur l'activité B2B, à ce moment-là, on n'était que 2, parce qu'on était en attente d'un recrutement et tout ça. Du coup, pour coacher 100 personnes à adopter le nouveau pitch Sixt spécial post-Covid, tu vois, où tout a changé et forcément, la mobilité dans un contexte Covid où les entreprises n'ont plus le droit de pas toutes en tout cas, de se déplacer, tout a changé. On a créé un nouveau produit, d'abonnement, mobilité, enfin, il fallait qu'on fasse une formation express sur 100 personnes à 2, c'est impossible. Et du coup, utiliser des mécanismes comme Vive, qui permettent un coaching asynchrone, c'était super parce qu'en gros, tu allies, le côté sympa, on se voit en vidéo avec un feedback immédiat. Derrière, on a fait bien sûr du Teams aussi pour faire des formations. Tout ça, on a mis un quiz, on va faire un concours de pitch et tout ça, ça vit depuis 6 mois et ça fait qu'on a des résultats, beaucoup plus performants que quand ça allait bien et que c'était une année record pour Sixt. Donc, moi, en fait, pour te dire comment je m'y retrouve dans tous ces outils, si ça prend trop de temps, j'arrête. Si c'est pas performant, j'arrête.
Et pour tout le reste, je teste tout le temps des trucs, quoi. Ouais, donc c'est vraiment comme dans notre milieu de start-up, tester, itérer, et soit Oui, tu gardes, c'est soit un tu peu un joyeux bordel, mais voilà, c'est et comme sur ça que la tu vois aussi. Mmh. ouais, et sur la partie un peu motivation, bon, on imagine que, tous ces confinements, ces annonces, ça peut jouer sur la motivation de ton réseau. Comment toi tu arrives à, comment dire, à maintenir un certain degré de motivation, de tous ces acteurs Mmh. et à différents niveaux? Bah, écoute, ça, c'est intéressant. Alors, c'est mon parcours assez pluridisciplinaire et peut-être que le fait que je suis un peu une fausse commerciale parce que je suis un peu généraliste et j'ai bossé dans des environnements qui n'étaient pas que commerciaux, ça m'a donné cette force de comprendre que tous les gens sont pas faits du même bois. Et quand tu es directeur commercial, souvent, tu l'oublies. Tu es tellement passionné par ton produit, tes clients, ta performance, que tu es chaud, tu es super motivé, tu parles que d'argent, de motivation, du futur. Enfin, tu sais, souvent, c'est des archétypes. En plus, les directeurs commerciaux, c'est souvent des promoteurs, des gens super à l'aise en public et tout et tout. Bon, bref. Et moi, ce que j'ai appris notamment à la Poste, c'était fabuleux. Tu vois, j'ai travaillé avec des gens, enfin, que je respecte énormément, mais qui étaient tellement différents de moi. Enfin, ne serait-ce que le spread en âge, il allait de 20 ans à, je sais pas, plus de 60 ans. Hem Et puis les gens n'étaient pas tous là pour le même driver de motivation, quoi. Il y en a qui en avaient rien à faire, des primes ou de l'avancement professionnel, par exemple. Du coup, j'ai compris, avant de le voir, exprimé dans des bouquins de marketing, «What's in it for me?» c'est-à-dire: «Et moi, qu'est-ce que j'ai à y gagner à ton truc que tu me présentes?» Et donc, quand tu manages un réseau, je conseille à tout le monde de se faire la cartographie de ses acteurs. Moi, je pense par exemple à tout le monde qui bosse chez Sixt, du service client au conseiller commercial, en passant par le préparateur qui nous nettoie les voitures, jusqu'à son manager, etc. Et pour chaque petit persona, je me dis, qu'est-ce qu'il va avoir à y gagner, lui, à développer ma campagne commerciale, par exemple. Tu vois. Et j'essaye de trouver un avantage pour lui. Si j'ai pas pensé, faut pas au moins que ça soit un inconvénient, tu vois, que ça lui rajoute du boulot, ou en tout cas, je pense à lui. C'est une espèce de forme d'empathie. Et je trouve que voilà, savoir s'adapter à tous ces acteurs, c'est une bonne façon d'arriver à les motiver. Alors, tu n'arriveras pas toujours à les motiver tous sur le même temps commercial, mais ça veut dire, on revient au changement d'échelle de tout à l'heure, que tu peux aussi des fois changer les publics. Un coup manager, enfin motiver les managers, la fois d'après plutôt les vendeurs en direct, tu vois. Et quand tu as des franchisés, par exemple, dans ton réseau, les franchisés, c'est un public méga différent, hein. Chez nous, c'est des hommes d'affaires, des entrepreneurs qui ont plusieurs business. Ils n'ont pas le même persona qu'un jeune manager d'agence de 28 ans, tu vois. Ils ont d'autres chats à fouetter. Ils sont pas sur TikTok, ils sont pas sur Instagram, ni sur LinkedIn peut-être. Enfin, peut-être que si. Mais donc, voilà, avoir un discours adapté, se mettre un peu dans leur peau, donc faire connaissance avec eux si tu l'as pas déjà fait sur le terrain ou en allant bouffer avec eux, bah, c'est une bonne façon, je trouve, de connaître quel est leur levier de motivation et comment les toucher au cœur et qu'ils se disent ah ouais, ça me parle. Du coup, pour une fois, je vais faire ce truc-là de challenge de réseau, je suis motivée. Ouais, donc pour les motiver, tu te mets à leur place, donc tu fais preuve d'empathie et en fait, comme tu le disais au début, c'est vraiment eux finalement tes clients. C'est comme un Mais commercial qui se met à la place de son client et qui essaye de trouver ses leviers qu'il faut avancer. exactement. Ouais, j'avais pas pensé avant, mais et tu vois, j'ai une anecdote, qui m'avait super marquée, mais moi j'étais forcément, j'ai été marquée par c'est un de mes anciens patrons à la Poste. Il s'adressait à un parterre de 800, commerciaux, enfin des conseillers commerciaux, des conseillers bancaires quoi, si tu veux. Et cette population, il y a des gens qui étaient motivés par leur rémunération variable comme des commerciaux, mais il y en a d'autres qui étaient motivés plutôt par l'idée d'appartenir au groupe de la Banque Postale, qui est une banque pas comme les autres, qui est pas la banque des traders et tout, donc qui est un peu une banque citoyenne. Et en fait, au lieu de leur dire: «Ouais, vous vendez pas assez de prévoyance, vous êtes nuls, vous aurez pas assez de primes», il leur a dit: «Tous les gens qui ressortent de votre bureau à qui vous n'avez pas parlé de prévoyance, par exemple une famille monoparentale qui est en risque financier, etc., c'est de la non-assistance à personne en danger». Et en fait, putain, j'ai trouvé ça hyper fort parce que là, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est mis dans la poche, enfin, il a touché la corde sensible d'une partie de la population qui était motivée par le désir de faire le bien de ses clients.
et non pas de faire du profit pour la banque ou de faire du profit pour leur compte en banque à eux, tu vois. Et ça, je l'ai gardé en tête et des fois, j'essaye d'y penser quand j'oublie pas. Voilà. Ouais, c'est vrai que chacun a ses leviers de motivation intrinsèques, ce que Simon Sinek appelle le why, Mm. le pourquoi je fais ça. Bon, après, c'est vrai que quand tu t'adresses à 800 personnes pour parler aux 800 leviers de motivation qui peuvent être différents, c'est Voilà. moins évident. Mais bon, lui, du Mais coup, souvent, ouais, pardon de te couper, justement, souvent, ce qu'on fait, c'est dans nos fameux kits d'animation de réseau ou d'animation d'équipe. Moi, je construis des univers, j'aime bien. Et dans un univers, il y a un peu de tout. Par exemple, un univers, l'univers, ça peut être le cinéma, ça peut être Star Wars, ça peut être l'espace, ça peut être le Tour de France. Je pense à ça parce qu'on bossait sur ce sujet un peu ringard, mais rigolo. Eh ben, dans le Tour de France, tu as le classement par équipe, tu as le classement du meilleur sprinter, il faut pas prendre de drogue, il faut pas être dopé. En fait, tu en as pour tous les goûts. Donc quelque part, si tu fais un univers comme ça, ben, tu vas toucher soit des top compétiteurs qui s'en foutent des autres, mais qui sont bons et tu as besoin d'eux, soit des équipes qui ont envie d'être au service d'eux, soit des gens réguliers et qui sont pas dopés, tu vois? Et donc au ouais. final, je trouve que c'est une bonne idée d'essayer de scénariser son truc dans un univers pour se dire: «Est-ce que tout le monde va s'y retrouver?» Parce que si tu fais qu'un truc sur Formule 1, pole position, bagnole, par exemple, que performeur, le premier et rien d'autre, bah, tous les autres qui ont pas ce levier de motivation-là, ils vont se désintéresser de ton sujet. Ouais, passionnant. On voit la complexité de la chose. J'imagine, Flavie, que tu pourrais encore nous faire 3 heures là-dessus. Euh, on s'était dit plutôt 45 minutes. Bon, on a déjà dépassé Ah bon, tout j'arrête juste alors. ce Ben, timing. venez me voir, on en rediscute, de toute façon sur LinkedIn ou quoi. Moi, en plus, je suis créative, alors du coup, malheureusement, c'est vrai que ça peut vite déborder. Ouais. Si tu veux, avant de passer aux questions de la fin, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour clôturer un peu notre sujet du jour de la gestion de points de vente à distance? Heu, non, du coup, je suis Bah, stressée sur le timing. Non. par exemple, je sais que m'avais parlé d'un sujet en off de la vente indirecte. Mmh. Peut-être tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, ouais, bah, peut-être, allez, 2 mots pour clôturer. Ouais, Si vous pensez que c'est pas pour vous la vente en réseau et tout ça, je pense que peut-être, il faut reconsidérer cette solution parce que, par exemple, j'ai été très surprise de voir que des boîtes comme HubSpot utilisent des vendeurs indirects pour vendre HubSpot, et que ouais. ça leur rapporte un sacré chiffre d'affaires. En gros, Qu- des 45% de leur chiffre d'affaires, c'est grâce à de la vente indirecte. pouah! Bah, voilà, je connaissais pas les 45, mais c'est ouf! Alors que tu vois, c'est en gros, c'est qui ces revendeurs? C'est des gars comme toi et moi qui aiment bien HubSpot, qui ont une com, s'ils arrivent à le vendre à des clients, quoi. Enfin, Ouais, c'est ouais, fou. mais ils ont un département dédié à ça. D'ailleurs, c'est Jules Pérignon qui est venu sur ce podcast qui gère ce département. C'est pour ça que j'ai la stat. Mmh. Ah ah! On n'a pas fait l'épisode sur la vente indirecte, mais sur la vidéo dans la vente. Mais effectivement, ils ont formalisé ça et ils arrivent à quasiment la moitié de leurs ventes. C'est grâce à des ambassadeurs, des boîtes qui installent HubSpot chez d'autres clients Mmh. et Donc qui gagnent voilà, de l'argent grâce à ça. ça c'est motivant. J'ai reçu sur mon podcast le board, peut-être tu l'avais eu aussi je crois, Evelyne Platnik-Cohen, Oui, de Booster Academy, qui a développé son réseau pour en faire une référence en mode franchise. Donc ça, c'est aussi une ouais, très bonne façon d'avancer plus vite, hein, surtout si tu es pas trop nombreux. Et puis, bah, moi chez Sixt, si ça peut vous donner l'envie, ben, moi je manage que des gens qui ne me reportent pas directement. J'essaye de les transformer en ambassadeurs, qui soient fans. Et du coup, par exemple, on a une force de vente, de tous les managers de toutes les agences, ils font partie de notre force de vente. Alors vous imaginez si on devait recruter 200 commerciaux, ce serait quand même complètement une autre paire de manches. Alors il y a des commerciaux aussi, attention, ils ont pas le même job, mais ce qui est génial, c'est que, bah, moi, ma force de vente indirecte, finalement, ils ont aussi beaucoup de crédibilité avec les clients parce que ce sont eux qui arrangent leur mobilité au quotidien, qui connaissent les voitures, qui connaissent tout par cœur. Donc ils ont cette crédibilité que peut-être un commercial va perdre au fur et à mesure qu'il est avec des grands comptes. Donc voilà, moi je pense que c'est une super idée pour vous, peut-être vous poser la question. Par contre, évidemment, il y a un peu de déperdition, faut les motiver et ça demande un département dédié, comme chez HubSpot, je pense.
Ouais, ouais. C'est vrai que moi aussi, je crois beaucoup à ces ventes indirectes, ces partenariats. J'essaye de créer un écosystème de coachs, d'organismes de formation. Tu as cité Booster Academy. Ben, tu vois, Booster Academy sont partenaires de Vive et placent Vive chez leurs clients. Et pour moi, ça, c'est de la vente Mmh. indirecte et je crois beaucoup en ces leviers de croissance. Ouais, c'est hyper bien. Mmh. On Et fera un épisode là-dessus, je pense, entier. voilà, ouais, ouais. Et puis peut-être, je sais pas, le dernier mot de la fin aussi. Bon, je parlais beaucoup de détails, d'indicateurs et tout, mais je crois que voilà, moi, mon sujet, c'est la performance des réseaux, mais la performance, c'est un petit côté violent aussi. Je sais pas, un jour, j'ai écouté un podcast par hasard sur les nazis, Leistung, etc. Ils avaient érigé la performance comme une valeur cardinale et tout ça. Donc, faut faire attention. Moi, je pense qu'il faut donner beaucoup d'objectifs et tout ça, mais il faut aussi apporter beaucoup de fun, beaucoup de motivation à son réseau. Bah, toujours pareil, on revient à la balance entre la contrainte, l'output, et puis ce que toi tu lui donnes à ton réseau. Parce que si tu lui donnes rien, ton réseau il va rien produire, hein. Donc les gars, si vous voulez un réseau performant, va falloir aussi se retourner les manches, quoi. Faut produire des super contenus, faut les former, faut passer du temps avec eux, faut les convaincre. Voilà, faut vous-même aussi penser à ce réseau et imaginer ce que vous allez pouvoir faire pour lui rendre service, pour qu'après, il vous rende service en étant meilleur dans les ventes. Ouais, donc c'est vraiment le thème final de notre discussion, hein. C'est vraiment trouver la balance et le bon équilibre pour animer un réseau de partenaires. C'est Voilà. bon, j'ai trouvé le titre, Flavie. On se Mais demandait j'espère justement. que ça pourra aider ceux qui nous écoutent. Ouais. Bon, bah, très bien, Flavie. Bon, il nous reste 10 minutes. On peut faire un peu moins, un peu plus. Je vais te poser les questions que je pose à tous les invités. D'abord, notamment, est-ce que toi, tu as des contenus qui sont récents ou pas récents que tu peux proposer et conseiller à nos auditeurs sur la vente ou l'entrepreneuriat ou autre chose? Eh ben, j'en ai parlé tout à l'heure, The Marketing Book Podcast, si vous êtes Ah oui. anglophone. Je trouve ça super comme idée. Douglas Burdett, l'animateur, il invite chaque semaine un auteur de best-seller sur le marketing ou la vente. Et donc, sur les 300 ou 400 interviews qu'il a faites, il y en a peut-être une centaine sur la vente. Donc, allez tous les écouter. Ils sont trop bien. En plus, le mec est super sympa. Voilà, donc j'adore. C'est des résumés de livres, en gros, en version interview. Il y avait des résumés de same side selling, de spin selling, enfin de plein de bouquins que vous avez peut-être déjà lus. Voilà, et après, moi, toujours dans les podcasts ou même blog et tout, j'aimais bien Seth Godin. C'est plus du marketing, mais je trouve que ça aide aussi énormément pour la vente. C'est comment créer de la connexion, comment avoir une approche un peu différenciante de tous ses concurrents. Ouais. Et puis, alors que j'ai découvert une utilité pour la vente que je n'avais pas soupçonnée, mais que je trouve énorme. Je crois que tu l'as eu en plus sur ton podcast, Mathieu Stéphanie. Oui. Génération Do It Yourself, donc vous connaissez sans doute ce super podcast, ça dure 2 ou 3 heures par épisode sur vraiment des entrepreneurs à succès tech ou start-up. Ce que je trouve cool, c'est que moi, je l'ai déjà utilisé, j'ai déjà écouté des épisodes spécialisés sur un gars parce que je voyais un client dans ce secteur d'activité. Tu vois ce que je veux dire? En gros, comme une sorte d'étude de marché sectorielle, parce que comme dans ce secteur, enfin dans son podcast, il décortique le business model, les concurrents et tout ça, bah, je trouve que c'est super intéressant. Par exemple, l'autre fois, j'ai écouté Mano Mano, je me suis dit: «Tain, si ton client, c'est Leroy Merlin ou des trucs comme ça, bah, c'est intéressant en fait, en tant que commercial, d'avoir écouté ce truc». Voilà, Ouais, plutôt. bah tu vois, par exemple, moi je l'applique aussi. Tout à l'heure, j'ai un rendez-vous avec une personne qui est passée sur son podcast. Donc c'est sûr que après avoir écouté 3 heures d'échange, j'ai des bonnes cartes en main, quoi. Oui, oui, c'est ça. En plus, tu connais tous les tics, les passions, les trucs, tu peux flatter, c'est parfait. Ouais, je le connais mieux que la plupart de ses amis, quoi. Voilà, et du coup, ben, moi, forcément, dans le board, je partage ces petits kiffs là, j'en parle. En fait, j'ai fait un petit Instagram à côté pour en parler, donc c'est @workitude_fr. Et puis sinon, les épisodes du board, j'en fais 2. J'en fais un le mercredi, c'est une interview sur un thème
précis. Donc, si le thème t'intéresse, t'écoutes et t'apprends plein de trucs. Et en une demi-heure, t'as vraiment les essentiels pour avancer. Et puis le lundi matin, je fais un épisode plus court, 15 minutes. Et là, c'est plus comment progresser soi-même en tant que dirigeante. Tu sais, par exemple, je sais pas, mieux s'organiser, mieux déléguer, je sais pas, des choses comme ça, plutôt, on va dire, efficacité personnelle ou leadership. Ouais, exactement. Flavie, là encore, il nous reste 5 minutes. Je te donne le timing parce qu'on a tous les deux des rendez-vous dans la foulée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aide dans la vie de tous les jours à être bien, à être efficace? Tout à l'heure, tu m'as parlé que tu avais un petit, donc Ouais. j'imagine pas facile à gérer non plus avec ton emploi du temps. Bah, tu vois, moi, bah, déjà, je suis un peu féministe, hein, donc j'ai pas envie qu'on discrimine les femmes parce qu'elles ont des enfants et tout. Non, mais c'est pas Ouais, pour ça que je dis ça, c'est parce que je l'ai vraiment expérimenté. ouais. Moi, j'ai une petite fille qui va avoir 2 ans et depuis que je l'ai, je suis carrément mieux organisée qu'avant. Avant, j'étais une énorme lève tard, couche tard. C'était horrible. Ouais, Heu, j'ai déjà entendu ça bah, de Jean de La Roche-Brochard là, qui est passé sur ce podcast, qui disait la mmh. même chose. Quand il avait ses 3 enfants, bah, il était très organisé avec son emploi du temps, et quand il partait de la maison, il était complètement à l'arrache. Donc c'est super. Franchement, ça m'a forcé à faire des routines, à mettre en place plein de trucs et tout. Enfin, c'est trop bien. Moi, c'est mon networking. Networking, pour moi, c'est important. Donc je fais bah, du coup, c'est pour ça que je fais du Clubhouse, que je fais, les visios sur de Neoma sur, nos événements tous les mois sur LinkedIn, que j'ai lancé le board. C'est pour vous rencontrer, quoi, rencontrer des gens, j'aime bien. Et puis après, version Sixt style, mais ça va complètement avec ma motivation aussi pour bosser pour Sixt, c'est que moi, je me suis mise au vélo dans Paris Ah oui, pour mes rendez-vous pro et ça a juste changé ma vie. Je fais du sport, j'en profite, je suis contente, voilà. Et ça va très bien avec notre lifestyle Sixt parce qu'en gros, nous, on dit posséder, c'est dépassé, quoi. C'est has-been. On n'achète plus de CD, on a Spotify, on n'achète plus de DVD, on a Netflix. Bah voilà, pourquoi avoir une bagnole, plus un vélo, plus un machin? Moi, j'ai mon appli Sixt pour mes trottinettes et mes bagnoles et j'ai mon Vélib et je suis trop contente. Je me sens trop libre. Donc voilà, c'est mon petit moment. C'est pas le yoga pour moi, c'est la multimodalité, mais sans contrainte. surtout que là, le vélo à Paris, quand c'est le confinement, ça doit être assez sympa quand il fait beau. Ça doit être agréable. Ouais. C'est super sympa. Ouais. Ouais. Bah, très bien, Flavie. On finit avec 2 questions. Allez, je te les pose en même temps, comme ça tu Mm. gères les dernières minutes. Est-ce qu'il y a une vente dans ta carrière qui t'a marqué? Et enfin, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, tu inviterais qui? Alors, bon, la vente qui m'a Quand, marquée, quand- ouais. quand je dis marqué, c'est plus qu'est-ce que tu as appris en fait avec cette Oui, oui, vente? oui. Ben, franchement, je vais te la faire courte parce que j'en ai déjà parlé. En fait, moi, j'ai appris qu'il fallait d'abord vendre en interne avant de vendre en externe et que des fois, c'est plus dur. Faut vendre au comité de direction. Moi, j'en fais partie, Sixte, par exemple, les idées, les trucs. Faut vendre à son boss, ses idées avant de les travailler, sinon c'est du temps perdu. Quand j'étais à la Poste, fallait que je vende au syndicat, pour voir s'ils étaient d'accord avant, enfin, tu vois? En gros, donc c'était très formateur et après qui j'aimerais, écouter? Ben, moi, j'aimerais bien entendre des femmes directrices commerciales, ça me plairait, si tu en trouves, qui osent s'exprimer. C'est un petit message pour elles, venez, venez les filles, n'ayez pas peur. Il y a pas que des Ouais, mecs dans ces ça, fonctions. ça arrive là. J'en ai 3 qui sont prévus, donc ça arrive. Voilà, après j'aimerais bien peut-être entendre Nespresso parce qu'eux, je trouve, ils ont fait un truc rigolo. Ils ont fait du B2C vers le B2B, donc je voudrais savoir comment ça se passe parce que souvent on fait l'inverse et Ah oui. après, le sujet farming, moi, m'intéresse. C'est pas le plus sexy. On parle souvent du hunting, la prospection et tout, mais je trouve que bah, pour en faire beaucoup chez Six aussi, c'est super rentable, super intéressant, à mon avis, un peu négligé. Donc, si jamais tu as des experts à me présenter, je suis partante. Ouais, c'est vrai que cette question-là alors moi, c'est vrai que dans mon jargon, j'appelle ça le customer success. Désolé encore pour l'anglicisme. Ouais, non, t'as C'est le, raison. ja- Je suis peut-être c'est le datée ja- là. Ça a 10 ans, farming. c'est le jargon startup. Mais c'est vrai que c'est un sujet hyper important parce que si tu fais de l'acquisition client, que tu leur vends, etc., mais que derrière ça, tu t'en occupes pas et qu'après, chaque année, en fait, tu remplis un tonneau percé Mm. et c'est pas bon. Donc, effectivement, il faut que je trouve un expert là-dessus.
Donc si vous en avez dans votre réseau, envoyez-moi un petit message ou si vous voulez passer sur le podcast, c'est avec plaisir. Écoute Flavie, super, on arrive à l'heure de podcast, c'est pas mal, on a respecté le timing. Merci à toi de m'avoir supporté sans trop me couper la chic. Ouais, si on veut te joindre Flavie, on te joint sur LinkedIn. Yes. Ok, donc Flavie Prévost, n'hésitez pas à contacter Flavie, on a vu que tu avais plein d'idées. Donc merci encore d'être passé sur le podcast. Et puis bonne année avec Sixt, malgré tout ce qui se passe, on voit que vous faites preuve d'agilité. Écoute, on est toujours en pleine croissance, en pleine conquête, donc tout va bien. Et merci à toi en tout cas Alexandre, et à la prochaine avec tous tes invités, tes auditeurs et auditrices. Ouais, à la prochaine. Alors, salut. Salut. Voilà, si l'épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast sur notre page Tipeee ou simplement mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je reste à votre disposition par mail ou LinkedIn si vous voulez me proposer un épisode sur un thème précis autour de la vente. Et enfin, si vous voulez tester un sprint de coaching de vente à travers notre technologie de vidéo training Vive, contactez-moi sur alexandre@vive.fr. VYFE.